nous ne sommes plus dans le débat sans espoir entre l'éducation traditionnelle et la contestation débridée. Aldo Naouri n'est pas plus un chantre nostalgique de l'autorité que François de Singly n'est l'apologète d'un libertarisme inconditionnel. Tous deux sont soucieux de l'équilibre à obtenir en matière éducative et sensibles aux exigences contradictoires qui sont en présence. C'est ce qui fait toute la richesse potentielle de leurs échanges et c'est ce qui fait attendre la confrontation de leur point de vue avec impatience. Je leur cède donc, sans attendre la parole, Monsieur Aldo Naouri parlera le premier, François de Singly exposera ensuite son point de vue, un petit échange, réaction suivra avant que nous passions à la discussion proprement dite. Monsieur Naouri. Je me suis senti, je l'avoue, passablement étranger à l'intitulé qui a été donné à cette soirée, aider l'enfant à devenir soi. Et comme cet intitulé entrait en étroite résonance avec le titre de l'ouvrage de François de Singly, Comment aider l'enfant à devenir lui-même, et comme tout cela est dans l'air du temps, j'ai eu l'impression que j'étais appelé à justifier la finalité ultime des dispositions que j'ai préconisées dans mon propre ouvrage. Ce que je ne peux évidemment pas faire de la manière à laquelle on pourrait s'attendre, puisque je n'ai traité dans cet ouvrage que de stratégie éducative, autrement dit d'un moyen et en aucun cas d'une finalité. Je ne nie pas que mon travail, qui a porté sur la seule éducation précoce, ait pu poser question, puisque j'ai soutenu qu'en dehors d'elle, toutes les dispositions qu'on pourrait prendre dans l'intérêt de l'enfant, quelque but poursuivraient-elles, se heurteraient à un obstacle insurmontable. Je me suis donc trouvé en porte-à-faux. Mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est une situation que je connais régulièrement et dont je vais essayer de me sortir. Ce n'est pas aider l'enfant, ou sa variante comment aider l'enfant qui me gêne. Ça, je crois savoir que c'est ce que c'est. Je peux même dire avoir passé ma vie professionnelle à tenter de le faire. De même que je crois savoir aussi ce que c'est que cette notion de devenir. Du fait d'avoir eu affaire avec la physiologie et la physiopathologie des différents âges, je peux témoigner mieux que quiconque que l'enfant est par définition un être en perpétuel devenir. Au point que ce qu'on perçoit de lui un jour n'est souvent déjà plus du tout ce qu'on en percevait la veille et risque de ne pas être du tout ce qu'on en percevra le lendemain. Non, ce ne sont pas ces notions qui m'ont gêné. Ce sont de fait les notions de soi et de lui-même qui m'ont posé problème. D'abord parce que j'avoue ne m'en être jamais préoccupé, en tout cas pas de la façon dont je perçois avoir perçu l'éventuelle portée qu'on veut leur conférer ici. D'abord, c'est le pronom réfléchi soi qui m'a posé question. Et je crois que ce qui m'a gêné le plus dans son usage, c'est qu'il est généralement destiné, en tout cas dans l'entendement commun, à donner consistance à un indéterminé. Il laisserait en quelque sorte entendre que l'enfant serait un indéterminé jusqu'à ce qu'on l'aide à ne plus l'être. C'est ce sur quoi je ne suis pas du tout d'accord. Outre le fait que toute aide en ce sens reviendrait à entretenir chez cet enfant, en paraphrasant Lacan, l'illusion d'une autonomie, l'enfant n'est en aucune façon indéterminé. Il serait même plutôt surdéterminé. Et, à mon sens, il ne peut pas ne pas l'être. Plus encore aujourd'hui qu'il vient au monde par l'effet d'une volonté pleinement consciente et autorisée à censurer un désir qu'elle n'agréerait pas. Il peut d'autant moins échapper au destin que lui a forgé l'imaginaire de sa mère, que la gestation programme rigoureusement son cerveau sensoriel sur des afférences venues toutes du corps de cette mère. Ce qu'il détermine d'une façon si précise qu'il n'aura pas d'autre choix que de se conformer aux attentes de cet imaginaire, autant pour ses caractéristiques comportementales que pour sa structure psychique. Je veux bien que
l'aider à devenir soi, puisse éventuellement laisser entendre l'existence d'un projet destiné par exemple à lui faire trouver un juste milieu entre les vœux de sa mère et ceux de son père pour en produire une synthèse novatrice. Si tel était le sens de cette option, je serais le premier à l'applaudir. Mais outre le fait qu'elle ne dépend jamais de lui et qu'elle requerrait le concours de l'environnement social en plus de celui des deux parents, ce qui est aujourd'hui de l'ordre de l'illusion, elle ne pourra en aucun cas faire l'impasse sur l'éducation précoce que je préconise. J'ai éprouvé, comme je l'ai dit, la même gêne face à la formulation lui-même dont use François de Singly dans le titre de son ouvrage. C'est censé dire quoi, ce lui-même? Comment et sur quels critères le définir? Qui peut dire honnêtement de lui-même qu'il est lui-même? Qui peut le dire sans avoir préalablement repéré, identifié, intégré et finalement accepté et dépassé rien moins que ces réseaux d'aliénation? Ce qui n'est pas un mince travail et qui prend souvent toute une vie, même si le tout jeune Rimbaud a pu dire « je est un autre ». Comment imaginer l'enfant, quelle quête lui apporterait-on, capable d'une telle prouesse? Et voudrait-on de quelque manière que ce soit le désaliéner? Ne commettrait-on pas plus de mal que de bien? Car ces fameux réseaux d'aliénation lui sont longtemps, très longtemps nécessaires, sinon indispensables. Je trouve de surcroît à celui-même quelque chose de définitif qui entre en collision avec ce verbe devenir auquel il est accolé, qui traduit, lui, un mouvement censé ne pas avoir de fin. Là encore, j'ai essayé d'imaginer à cette option la même visée téléologique qu'à la précédente et avec laquelle je serais d'accord si elle ne soulevait de ma part les réserves que j'ai déjà formulées. Parce que je me suis évidemment refusé à imaginer ne serait-ce qu'un instant que ce soit où celui-même pourrait faire référence au fait que l'enfant serait naturellement doté d'une forme de don natif qui lui permettrait, à condition qu'on l'y aide, de prendre une direction qui lui serait absolument propre. Même si elle ne devait être émise qu'au titre d'hypothèse de travail, cette manière de voir est démentie de façon flagrante par la clinique. J'en veux pour preuve les débats personnels que j'ai eus avec certains collègues qui soutiennent une vision des choses assez voisine, en s'appuyant sur l'efficacité de la technique psychanalytique avec les nourrissons, voire avec les nouveau-nés, qu'ils disent sensibles à leurs propos. Je leur ai montré à maintes reprises les défauts de leur méthodologie, que je ne prends pas la peine de détailler ici, et je leur ai démontré que je parvenais pour ma part au même résultat qu'eux, en travaillant seulement avec les parents et en l'absence totale des bébés ou des enfants. L'explication de ce qui ressemble à un paradoxe est toute simple. Elle tient au fait que dans la pratique de mes collègues comme dans la mienne, ce sont les parents qui entendent des discours et que ces discours parviennent à modifier profondément leurs gestuels et leurs attitudes. Toute chose que je ne détaillerai pas non plus et à quoi l'enfant se révèle avoir une sensibilité suraiguë. Je ne peux évidemment pas, après ces réserves, ne pas dire en dehors de soi ou de lui-même ce que pourrait être éventuellement devenir, selon moi, et être et devenir, selon moi, un enfant. Un enfant, pour moi, c'est d'abord et avant tout, un corps vivant sur lequel a été déposée une histoire. C'est, pour le dire autrement, un chaînon d'histoire. Le chaînon d'une histoire qui lui échoit, qu'il n'a pas choisi, et qu'il a pour mission impérative de réparer, de proroger et de transmettre, si possible à son tour, en y laissant éventuellement, dans les meilleurs des cas, sa propre trace. Je ferai remonter volontiers le fait à l'avènement de la culture, en ajoutant que depuis lors, une telle transmission a tenté d'allier les histoires respectives du père et de la mère, supposées toujours suffisamment intriquées. On sait, parce qu'elle n'a jamais cessé de poser problème, comment et combien les sociétés ont œuvré par le passé à la perfection et au maintien de cette fameuse intrication. On sait aussi qu'en raison de l'affaiblissement considérable du pôle paternel de la parenté, cette intrication est devenue aujourd'hui une pure vue de l'esprit. Les protagonistes du départ deviennent vite des antagonistes, si bien que l'enfant au potentiel doublement réparateur devient souvent le plus parfait des séparateurs.
ce qui n'obère pas pour autant son statut de chaînon d'histoire, que ces histoires se poursuivent intriquées dans les meilleurs des cas, ou qu'elles se résument à celles de la mère, quand elles ne sont pas vouées à s'arrêter définitivement. C'est parce que je vois les choses ainsi que j'ai décidé pour ma part d'aider l'enfant à devenir ce qu'il pourra être du mieux possible. Ne serait-ce qu'en trouvant et en occupant pleinement sa place d'humain dans le monde. Et je l'ai toujours fait en aidant ses parents à saisir le plus clairement possible les tenants de leurs propres histoires, pour ne pas les laisser se déchirer autour d'obscurs paramètres qui gêneraient l'accomplissement d'une réparation portée comme promesse dans leur rencontre. Encore faut-il évidemment pour cela que l'enfant puisse ne pas voir son sort humain compromis par une adulation qui la dicterait, pour longtemps sinon à jamais, au plaisir, au motif que les pulsions qu'il traverse doivent être satisfaites sans réserve. Ceci me sert de transition pour entrer dans le vif du propos, si vous me le permettez. J'aimerais cependant insister encore sur 3 points. Je me suis toujours préoccupé d'éducation et d'éducation précoce. Tout ce que j'ai écrit y a trait, même si cela n'a pas toujours été perceptible, parce que je me suis employé dans différents ouvrages à analyser l'évolution de nombre de paramètres qui y interviennent. Deuxième point, je ne me suis par ailleurs jamais occupé d'éducation autrement qu'à partir de ma clinique, c'est-à-dire à partir de ma place de médecin et surtout de médecin d'enfant. Je ne me suis référé en ce point à aucun discours savant ou idéologique qui aurait pu me séduire ou me convaincre. J'avoue non sans honte l'étendue de mon inculture de ce côté-là. J'ajoute que je n'ai rien inventé, rien découvert, rien mis au point. Et même le parcours psychanalytique que j'ai effectué, je ne suis pas psychanalyste, monsieur Gaucher, n'a rien changé à cela. S'il m'a aidé à améliorer ma pratique, il m'a surtout permis de me faire entendre, dans la mesure où il a conféré aux propos du pédiatre de quartier que j'ai toujours été un poids que sa parole n'aurait pas eu autrement. Enfin, je ne peux évidemment pas finir pour ne pas faire état des 40 années de mon exercice, et elles sont le point d'appui le plus important de mon discours. Et ce, parce que, outre le fait qu'elles ont constitué un terrain étendu et qu'elles m'ont aidé à parfaire ma connaissance de l'enfant, elles m'ont permis un suivi longitudinal prolongé et édifiant de milliers d'enfants et de leurs familles. Ceci dit, je n'ai pas l'intention de m'attarder dans le temps qui m'est imparti sur le détail des mesures éducatives que j'ai préconisées. Il me semble que les médias s'en sont suffisamment emparés, même si elles les ont souvent déformées. Je ne reviendrai pas non plus sur les détails des conditions sociales qui ont amené à l'abandon d'une éducation précoce. Vous avez signalé la chose, monsieur, qui n'a pas cessé d'être mise en œuvre jusqu'à l'avènement de l'enfant roi. Je me contenterai seulement de dire sur quelle base et à partir de quelle base j'ai justifié le retour de cette éducation précoce au risque d'être brocardé, comme on l'a fait souvent, de réactionnaire, au sens mauvais du terme. Je n'ai pas cessé d'insister sur ma position de médecin. Pourquoi ? Parce que, comme tous les médecins, ma pensée, mon comportement et ma pratique sont conditionnés, que je le veuille ou pas, que j'en ai conscience ou pas, par les lois dictées par un concept d'une importance cruciale, l'homéostasie. La notion d'équilibre que laisse entendre le mot homéostasie est une préoccupation qui date de la plus haute antiquité. Son intérêt et la nécessité de sa recherche ont fait l'objet de quantité d'écrits, autant médicaux que philosophiques ou poétiques. Mais elle a été formalisée pour la première fois sur des bases scientifiques en 1850 par Claude Bernard, à l'époque où il délivrait son enseignement au Collège de France. Ce concept énonce, pour le résumer, que la bonne santé, définie par le même Claude Bernard comme le silence des organes, est conditionnée par la stabilité que génère un équilibre rigoureux et par définition précaire entre des forces qui interagissent continuellement en sens inverse l'une de l'autre. L'illustration expérimentale qui en a été donnée a porté sur la régulation de la glycémie. Je rappellerai pour mémoire que lorsque cette glycémie est élevée, elle est ramenée à son taux par l'intervention de l'insuline et de la fonction glycogénique du foie, et que lorsqu'elle est trop basse, elle s'élève sous l'effet du glucagon et de la catabolisation du glycogène.
et ce, indépendamment d'autres mécanismes encore plus sophistiqués qui sont tenus en réserve. Le tout veillant jalousement au maintien d'un équilibre génétiquement programmé et dont la finalité est on ne peut plus claire, faire en sorte que le glucose n'altère pas les parois des artères. Si pour une raison ou pour une autre, les mécanismes qui assurent l'homéostasie ne fonctionnent pas, là comme ailleurs, les organes brisent leur silence et la pathologie s'installe. Depuis l'époque de Claude Bernard, on a été amené à élargir le champ d'intervention de l'homéostasie en relevant que le fonctionnement de tous les organes sans exception, comme celui des milliers de réactions chimiques qui ont lieu, y sont étroitement soumis. Et ce, à la moindre étape de la cascade éventuelle de ces fameuses réactions chimiques, par le biais de facteurs qui agissent toujours à stricte proportion et en sens inverse. Les 10 facteurs peuvent être des substances aux propriétés opposées, mais ils peuvent aussi se résumer à une seule substance dont la propriété de pouvoir intervenir sur l'inertie du système. Je pourrais en rester là et dire que ma conception de l'éducation a pris pour base l'homéostasie, si bien que j'en ferai un système adapté à la violence des mécanismes comportementaux naturels de l'enfant et destiné à s'opposer en toutes circonstances à cette violence. S'il en était ainsi, mon option affleurerait à un dressage qui ne se préoccuperait en aucune façon du statut ontologique de l'enfant. Or, c'est de tout le contraire qu'il s'agit. Et j'entends le montrer en revenant à l'homéostasie, plus encore à un champ d'extension que Claude Bernard ne pouvait pas même lui imaginer. Pour ce faire, il me faut situer historiquement l'homéostasie à l'époque de sa conceptualisation. C'est seulement en 1868, c'est-à-dire 18 ans plus tard, qu'interviendra en effet la révolution pastorienne, dont je rappelle qu'elle a mis fin à la notion de miasme en prouvant l'existence des micro-organismes. Quant à l'autre révolution, la darwinienne, elle date de 1859, soit 9 ans après le concept d'homéostasie, avec la publication de l'origine des espèces, mais elle est restée confidentielle jusqu'en 1930. Pourquoi ces références datées ? D'abord parce que le développement de la microbiologie va démontrer en quelques années qu'il n'est pas jusqu'à la physiologie des micro-organismes et celle des cellules végétales qui ne soient strictement soumises aux lois de l'homéostasie, laquelle se trouve ainsi inscrite au cœur même du processus de vie. Or, c'est ce que confirme de bout en bout la théorie de l'évolution. Je rappellerai que cette théorie de l'évolution date de 4 milliards d'années, l'émergence de la vie sur Terre. Elle nous apprend que cela se serait produit en milieu aqueux et par le hasard d'un voisinage de substances qui auraient interagi entre elles sous l'effet de l'énergie photonique. La combinaison de ces substances aurait assuré leur reproduction à l'identique pendant 3 milliards d'années, par un mécanisme qui n'a d'ailleurs toujours pas été éclairci, même si les prions d'aujourd'hui en fournissent un terrain d'étude. On ne sait pas non plus comment les choses ont évolué pendant ces 3 milliards d'années, pour finir par produire des cellules dotées d'une membrane et d'un noyau, et dont le génie de reproduction les fera aussi éternelles qu'éternellement identiques à elles-mêmes. On suppose que les organismes pluricellulaires seraient survenus au début du dernier milliard d'années, précédant de peu l'émergence de la reproduction sexuée. Or, cette reproduction sexuée d'organismes pluricellulaires va donner lieu à l'extraordinaire variabilité des formes de vie, lesquelles aboutiront à coup de sélection naturelle à l'espèce humaine. L'immense progrès que la reproduction sexuée a introduit au sein du règne de la vie sera néanmoins payé d'un prix, la mort. La mort qui frappera immanquablement chaque génération. Dans cette voie nouvelle, la vie ne cessera pas pour autant d'être éternelle, mais son éternité cessera d'être un continuum, elle sera à jamais affectée d'une scansion. Il en va comme si s'était établi au sein même de cette nouvelle éternité de la vie un équilibre vie-mort qui n'est pas sans évoquer les mécanismes homéostatiques de la vie la plus rudimentaire. La mort devient la condition de la vie en général et de chaque génération en particulier. Elle est ce qui régule le processus de vie. Et le bornage qu'elle constitue fonctionne d'une manière génétiquement inscrite et dont on pourrait dire qu'elle serait aussi rigoureuse que jalouse. Ce qui faisait d'ailleurs écrire à Claude Bernard lui-même « La mort, c'est la vie ».
Il en est exactement ainsi, en effet, au sein des différentes lignées cellulaires de notre corps. Elles sont frappées de ce qu'on appelle une apoptose, laquelle fixe génétiquement leur durée de vie précise à la mesure de la fonction qu'elles doivent remplir. Les cellules de notre cornée, qui doivent être continuellement transparentes, se renouvellent ainsi toutes les 24 heures. Celles de nos muqueuses, qui sont au contact de quantités de germes, se renouvellent toutes les 48 heures, alors que nos hématies, par exemple, ont une durée de vie de 3 mois. L'apoptose ignore cruellement l'exception et la négociation. Et notre organisme est doté de cellules tueuses qui identifient les éventuelles récalcitrantes et les éliminent sans pitié. Si l'une d'entre elles parvient néanmoins à échapper à cette surveillance et décide de déroger à la loi, elle sera rappelée tôt ou tard à l'ordre, quitte à ce que cela doive en passer par la destruction de tout son environnement. On appelle cela un cancer. Il en va strictement de même lorsque les équilibres génétiquement programmés sont délibérément ignorés. La mort est la sanction. Certaines populations du globe, auxquelles l'évolution avait appris à composer avec la pénurie alimentaire de leur environnement, ont cru pouvoir s'adonner aux délices de la société d'abondance. Elles en ont payé le prix en étant frappées toutes de diabète. À partir de là, et comme mon métier m'a appris à ne pas considérer le vivant comme clivé en territoires indépendants et autonomes, j'avoue ne pas avoir hésité à franchir le pas. Aussi m'est-il apparu que la prégnance de ces forces opposées est destinée au sein du vivant à obtenir un équilibre recherché sans relâche, est si profondément inscrite dans l'humain qu'elle a largement débordé le registre de l'expression de la vie brute pour constituer jusqu'à l'ossature de la culture qui est elle-même inscrite dans l'évolution. Je ne crois pas, en affirmant des choses ainsi, monsieur le philosophe, pécher pour autant par syllogisme spécieux ou par aveuglement idéologique. La mécanique homéostatique ne trouve-t-elle pas en effet son illustration dans ce qu'enseigne Françoise Héritier quand elle met la prise en compte des couples d'opposés, la nuit, le jour, le froid, le chaud, le sec, l'humide, etc., au principe même de la naissance de la pensée? En a-t-il été autrement du discours religieux fondateur du monothéisme? Qu'on aille relire le livre de l'Exode pour voir à l'œuvre une véritable rééducation de masse, menée à coups d'interdits et destinée à sensibiliser à un mode de pensée radicalement différent du précédent. Et n'est-ce pas sous l'effet de cette même mécanique que la philosophie a pu construire son discours? Et la psychanalyse n'entérine-t-elle pas clairement le fait, ne serait-ce qu'en liant entre elles les pulsions de vie et la pulsion de mort, dont elle signale qu'elles demeurent les deux seules pulsions, même si elles se déclinent le plus souvent en pulsions partielles? Tout cela n'est-il pas fait pour voir surgir un résultat patent et bénéfique de la confrontation d'opposés? Mais en quoi ces considérations auraient-elles à voir d'une façon quelconque avec l'éducation, pourrait-on me dire? Eh bien, elles ont à voir, assurément, et de la manière qui me semble la plus élémentaire. Pourquoi et comment? En revenant tout d'abord à un fait dont on ne mesure probablement pas assez l'importance, d'autant qu'il est souvent insu. Pendant sa gestation, l'humain passe par toutes les étapes de ce qu'on appelle son parcours phylogénétique, pour désigner les différentes étapes de l'évolution de la vie qui a abouti à lui. Il est d'abord un être unicellulaire, puis il devient un être pluricellulaire, après quoi, fœtus sexué, il va passer par le stade aquatique, dont témoignent les branchies, qui se refermeront avant de prendre enfin, lentement et assez tardivement, l'allure de l'humain qu'il sera. Il me semble que cela devrait permettre de comprendre, sinon d'admettre, que le nouveau-né d'aujourd'hui, quand il vient au monde, il vient avec la même programmation de force de vie que celle du nouveau-né d'il y a des millions d'années, et que rien ne saurait dévier spontanément son comportement ultérieur de celui de ses ancêtres hominiens. Ce qui fait de lui un être au sein duquel la vie se manifeste et s'exprime avec la violence et la force irrépressible de ce qu'on appelle les pulsions, qui exigent d'être satisfaites sur le champ parce qu'elles sont destinées à vaincre en s'y opposant les forces d'une nature environnante forcément hostile. Il suffit d'ailleurs de côtoyer la physiologie de ce tout petit, sa physiopathologie et sa pathologie, pour s'en convaincre.
Lui, il ne fait jamais rien dans la demi-mesure ou dans la nuance. C'est un jusqu'au-boutiste. C'est un extrémiste aveugle et sourd, qui ne sait même pas qu'il vient au monde dans un environnement qui s'est considérablement modifié, dans un environnement où a pris fin la struggle for life pour laquelle les pulsions dont il demeure doté étaient prévues. Au point que ces pulsions ne sont plus désormais qu'un vestige de la vie primitive, au même titre que sont les branchies inutiles qu'il avait fabriquées pour ensuite les refermer pendant sa gestation. À ceci près que ce vestige-là continuera de le parasiter au point de gêner son insertion dans un environnement où règne depuis longtemps la logique du lien social. Rien ne saurait donc le libérer de ces pulsions parasites que les forces qui s'y opposent par les mesures éducatives précoces. Ce sont ces mesures qui parviendront à construire autour de lui ce que j'ai figuré comme une forme de canon virtuel destiné à réduire ses déperditions énergétiques et à préserver son potentiel naturel. À l'échelle de son vécu, il lui faudra beaucoup de temps et d'épreuves pour assortir la violence naturelle de son rapport à la vie brute de tout ce qui en amortira les excès dommageables. Il lui faudra en passer par la loi du processus de développement qui fait payer d'une perte toute acquisition pour parvenir en à peine quelques dizaines de mois au point que nos semblables ont mis des millions d'années d'évolution à parcourir. On pourrait dire de lui autrement qu'il est un lieu dans lequel se manifeste à l'état le plus pur la zoé des Grecs. Ce qui ne devrait pas lui poser problème s'il ne venait dans un monde dans lequel le bios est, depuis l'avènement et les progrès de la culture, la condition première d'une existence inscrite dans le temps d'une histoire. Il devra donc tôt ou tard impérativement superposer le bios à la zoé. Là où ça est, je dois advenir, nous enseigne la psychanalyse. Le ça, c'est le registre pulsionnel vestigial qui se révèle avoir la vie dure. Le je n'est pas le moi ou le soi. Le je, c'est l'être social, défini par sa relation à l'autre et par son inscription dans le temps. Mais le tout petit, je le répète, ne peut en aucun cas accomplir à lui seul un tel parcours, comme en témoignent aussi bien les enfants loups que les comportements déviants, pratiquement incorrigibles, des individus qui n'ont reçu aucune éducation. C'est probablement la raison pour laquelle Kant affirmait que de toutes les espèces animales, l'espèce humaine est la seule qui ait besoin d'être éduquée. Laisser l'enfant livré à la violence des pulsions qu'il traverse, au motif qu'il est un être immature, émouvant, travaillé par le besoin et dévolu aux soins attentifs d'une mère vestale qui devra le satisfaire en tout point, c'est l'enfermer dans la logique de la seule Zoé. Pour moi, ce n'est ni plus ou moins que de la maltraitance. Car cela revient à le conditionner, à le condamner, à avoir un comportement qui n'a plus aucun sens dans le monde où il vient. C'est de surcroît ne pas lui rappeler symboliquement qu'il est un être vivant et sexué. C'est en un mot, ne pas l'humaniser. C'est à contrario l'installer indéfiniment dans ce que j'ai appelé un utérus virtuel extensible à l'infini, en le privant de l'intervention d'un père, cette force opposée à celle de la mère et qui a été évacuée depuis des décennies. C'est le priver de la fonction de filtre régulateur que le placenta qui avait pourtant déjà constitué pour lui pendant la gestation. De ce placenta, je rappellerai au passage qu'outre sa fonction de filtre, il s'interpose entre le corps de la mère et celui de l'enfant pour les empêcher de se tuer mutuellement. Ce serait en quelque sorte une métonymie biologique du père. Un biologiste allemand, Davos Solter, a fait la démonstration qu'il était d'origine paternelle exclusive, en étant sous la dépendance des seuls gènes spermatiques. Mais son travail, qui date pourtant de 1984, est très peu connu et n'a pas eu la moindre portée sur le discours tenu aux parents. Opposer dès que possible une force contraire et proportionnée aux manifestations de la Zoé revient donc à rappeler à l'enfant, symboliquement, je le redis même si le symbolique n'a plus cours, lui rappeler donc sa condition de vivant sexué dont le parcours de vie est rigoureusement conditionné par l'existence de limites au bout desquelles se profile, comme limite ultime, la mort. C'est ce qu'assure à lui une relation à lui, assumée comme verticale et qui s'avère le rassurer parce qu'elle le respecte dans l'essence de sa condition. Tout paradoxal que l'entreprise puisse paraître,
elle le sécurise et elle le rend plus vivant encore d'une vie qui lui permettra d'accéder aisément au bios dans lequel il aura à se tenir. J'ai insisté dans mon travail sur le fait qu'une telle option devait être mise en œuvre dès le berceau et qu'elle devait procéder d'un état d'esprit des parents. Pourquoi ? Parce que, convaincus de la nécessité de leur intervention, les parents pourront apprendre sans à-coups à réagir aux manifestations des pulsions pour ne pas s'en laisser déborder et faire un jour de leur enfant leur propre tyran. Parce que, pour ce qui le concerne, lui, le tout petit, arrive dans un monde qui lui est tout à fait neuf et qu'il ne peut comparer à aucun autre. Il n'aura donc pas d'autre choix que de l'accepter tel qu'il lui est présenté, et il s'en accommodera sans la moindre difficulté, grâce à son adaptabilité et à sa solidité, l'une et l'autre, il faut le savoir, absolument considérable. Parce qu'enfin, la manière dont il se sent investi lui permettra, pour continuer d'accumuler les bénéfices de cet investissement, de supporter la frustration qui lui est infligée et d'emprunter la voie de la sublimation en apprenant à refouler ses pulsions, puis à les maîtriser. Maîtrise et refoulement qui ne peuvent s'apprendre que par une expérience de corps, puisque les pulsions sont toujours issues de ce corps, et qui le soumettront, autrement dit, aux lois de l'homéostasie. Ces lois, portées plus tard par le langage dans lequel il est inscrit, seront alors décryptées comme telles et constitueront le fond essentiel de cette banque de données des valeurs humaines dont les neurosciences ont récemment identifié le site cérébral. Est-ce que cela le préservera pour autant d'un désordre ultérieur ? Assurément pas. Parce qu'il lui échoit physiologiquement, comme je l'ai dit, une histoire qu'il n'a pas choisie. Et qu'il aura en conséquence à pâtir, comme chacun, de ses semblables, de la transmission des problématiques inconscientes de ses parents, à commencer aujourd'hui plus que jamais par celle de sa mère sur laquelle il est directement branché en raison de ce que la gestation a laissé comme trace en lui. Il serait illusoire de croire qu'une action systématisée quelconque puisse intervenir sur un tel processus. Ce n'est pas du tout de cela qu'il est question dans la mise en place des mesures éducatives. C'est seulement du devoir qui incombe à chaque génération de veiller à humaniser la génération qui lui succède au lieu d'en faire, comme c'est le cas depuis quelques décennies, un produit de consommation à potentiel hautement narcissisant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai restreint mes suggestions éducatives aux seules 3 premières années. L'expérience prouve en effet que lorsqu'elles sont correctement mises en place, la suite des événements est des plus simples. Tout comme elle montre que lorsqu'elles ont été négligées, l'amendement des troubles qui en résultent ne peut en passer que par leur remise en chantier, ce qui se révèle moins simple que dans le petit âge et qui nécessite une énergie, une détermination bien plus grande. Encore que cela ne soit pas possible indéfiniment, parce que, passé un certain âge qui avoisine celui de l'adolescence, la reprise du processus est pratiquement impossible. Et des années de divan, si tant est qu'une telle solution puisse advenir, ne feront jamais d'un individu mal éduqué autre chose que ce qu'il est. Et c'est par là que je terminerai. L'individu éduqué vivra comme allant de soi d'avoir à réprimer ses pulsions et à les refouler, en déplaçant leur énergie vers les mécanismes de la sublimation. Il ne se considérera pas comme le centre du monde, il le fera place à l'autre dont il admet l'existence et les droits. Il aura somme toute été correctement névrotisé, pour ne pas dire homéostasé, et c'est ce qui lui permettra de tisser du lien social. Celui qui n'aura pas été éduqué sera dans des dispositions strictement contraires. Il n'y aura au monde, comme c'était le cas il y a des millions de lui, que lui, et lui seul. L'autre, fût-il proche, sera perçu comme n'ayant pour toute raison d'exister que de servir ses seuls desseins. Il ne lui concédera pas plus de droits qu'il ne concédera à la loi la moindre importance. Quant au lien social, il n'en aura évidemment pas la moindre cure. Toutes choses qui ne sont pas sans évoquer la physiologie de la cellule cancéreuse. Et je n'exagère pas, car nous savons que la perversion a gagné aujourd'hui un si grand terrain qu'elle en est devenue ordinaire, et que nous nous trouvons engagés sur une voie qui risque de nous ramener sous peu à la barbarie dont nous avons eu tant de mal et mis tant de temps à nous extraire. Traiter de l'éducation n'est-il pas dès lors, comme j'ai tenu à le souligner dans mon ouvrage, l'urgence aujourd'hui ? Je vous remercie. Merci de cet exposé lumineux.
qui ne manquera pas d'appeler des questions, des objections. Mais l'heure n'en est pas encore venue. Nous allons attendre auparavant François de Singly, s'il le veut bien. Merci. Donc je remercie aussi les deux Jacques et Marcel d'être ici. La position de second, moi j'étais un petit dernier, donc on m'a refait le coup. N'est pas facile parce que il faut pas lancer le débat, mais je tiens en tout cas à rassurer tout le monde. Je suis aussi dans une histoire et il y a un hasard, donc un hasard émouvant pour moi, qui est que si mon père était vivant, il aurait aujourd'hui 99 ans. C'est son anniversaire. Donc j'y ai pensé toute la journée. Donc pour moi le problème n'est pas là. Je suis aussi fils d'eux. Je me situe dans une histoire. La question est de savoir, ça va être un des thèmes en tout cas qui est abordé dans mes ouvrages, quelle place occupe la filiation, c'est-à-dire le fait que je suis fils d'eux, dans la construction de mon identité. Et c'est sans doute là qu'il peut y avoir des désaccords. Alors, je tiens à rassurer ceux qui ne me connaissent pas, le match, c'est pas plaidoyer pour l'éducation à gauche contre quelqu'un qui défendrait la non-éducation. Je voudrais, moi, vous exposer d'une certaine façon à l'intérieur de ma perception sociologique, puisque aujourd'hui, je vais quand même surtout développer ça et pas tellement m'appuyer sur les enquêtes, même si je ferai des petites allusions. Perception sociologique et théorie sociologique qui n'a pas été placée avant forcément mes travaux, mais qui est aussi une longue construction. Et là, je tiens à rendre hommage parce qu'en fin de compte, mon premier texte théorique un peu dans la perception individualiste a été publié dans le débat il y a déjà quand même maintenant une décennie. Alors, je voudrais dans un premier temps, même toujours de manière schématique, penser non pas la longue durée, telle qu'on vient de l'entendre, mais au contraire une durée nettement plus courte, qui est l'histoire moderne. Donc je vais me situer que là-dedans. Donc ça, c'est à mon avis déjà une très grande différence entre deux manières. Hein. Là, nous ne représentons pas nous-mêmes, là, on représente des manières de faire. Et donc, pour moi, je vais me situer dans un schéma théorique qui aujourd'hui est un peu formalisé, qu'on appelle première modernité, deuxième modernité, c'est-à-dire la première modernité, c'est fin 19e jusqu'aux années 60, pour dire de manière schématique, et puis il y aurait une transformation de la modernité, non pas un abandon de la modernité, mais un passage à une seconde modernité. Je me situe dans cette optique et de mon point de vue, il y a un débat aujourd'hui, non pas entre la réaction et justement les modernes, mais en fait entre deux manières de concevoir l'éducation et l'éducation que j'appellerais première modernité, parce qu'elle a été développée notamment dans ma discipline, mais bien au-delà de ma discipline, puisque Émile Durkheim, fondateur de la sociologie savante, a été appelé à la Sorbonne pour justement faire les cours d'éducation. Et donc il y a un ouvrage sur l'éducation morale qui est tout à fait passionnant, qui a constitué une partie du soubassement de l'éducation républicaine. Or, donc, et puis, à mon avis, il y a eu non pas un après Durkheim, mais donc un deuxième mouvement. Alors, quelle est la différence, toujours un peu schématique, entre ces deux périodes et ces deux conceptions de l'éducation, qui sont toujours en débat? L'objectif, à ma connaissance, en tout cas quand on relit Durkheim, c'est très clair, et la plupart des textes, c'est le même, et donc il y a une identité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat au niveau de la finalité, de mon point de vue. C'est-à-dire que normalement la finalité, en tout cas pour, je pense, la très très grande majorité d'entre nous, c'est quand même conduire, aider les enfants
pour l'instant pas à devenir eux-mêmes forcément, mais en tout cas à devenir des individus indépendants et autonomes. C'est dit très clairement, bon, c'est la définition de mon point de vue du point de vue éducatif de la philosophie des Lumières qui donc est mis en place au niveau éducatif très clairement. Mais ici, il va y avoir une opposition, et c'est là, donc la finalité est la même, c'est les chemins qui y mènent, et donc les manières d'éduquer. Dans Durkheim, là je regarde bêtement parce que j'ai pas mes petits gris-gris, donc j'ai l'ouvrage de Durkheim mais que j'ai laissé là tout à l'heure, il est tout à fait fascinant. Quand la première fois que je l'avais lu, je ne l'avais pas vu. En fait, Durkheim donc pose le problème, l'enfant doit devenir autonome. Et ensuite, il consacre sur les 8 chapitres où il va définir, on pourrait dire, les manières d'éduquer, 7 chapitres à la discipline. Et il y a un 8e chapitre et il dit, une fois que l'enfant est discipliné, alors il devient autonome. Je ne me moque pas, je veux dire, c'est un modèle qui se défend. Et le modèle, c'est, en fin de compte, un modèle dans lequel, s'il fallait dire par une formule, l'autonomie s'apprend par l'hétéronomie. Donc, on intériorise un ensemble de règles, au départ personnelles, puis, chez Durkheim, une méfiance sur la famille, puisque, en fait, l'intériorisation des bonnes normes et des bonnes règles morales sont des règles impersonnelles et sont donc apprises à l'école. Et ici, donc, à un moment donné, à force d'intérioriser ces règles impersonnelles qui sont personnifiées quand même plutôt par l'instituteur, éclairé par la raison, on n'intériorise pas l'instituteur, mais on intériorise la raison. Et donc, à un moment donné, on devient adulte, puisque par hétéronomie, on a appris les lumières de la raison. Mais avec quand même un énoncé, à la fois dans cet ouvrage d'éducation morale, un bien agir, c'est bien obéir, au niveau de l'éducation, et puis en même temps, toujours une tension dans le même ouvrage, où Durkheim me dit quand même que la modernité, donc là, pour lui, ça c'est une description générale. Dans la modernité, il y a quand même un problème. Donc il en a eu conscience. C'est pour ça que je trouve Durkheim, entre guillemets, sympathique, parce que il est sous tension. Et il dit, il faut quand même que ces règles soient librement acceptées. Définition étrange de l'obéissance, d'une certaine façon. Donc c'est déjà une certaine déstabilisation. Et il dit, cette acceptation, on y reviendra, n'est autre chose qu'une acceptation éclairée. Donc je reviendrai sur éclairé tout à l'heure. Ici donc, ce modèle s'est mis en place, même s'il a été... il n'y a jamais de date dans les écrits intellectuels, puisqu'il y a une dissociation entre le rythme, à mon avis, de la société et l'invention des idées. Donc les idées que je vais développer, dites de la seconde modernité, se mettent en place bien avant. Cette seconde modernité va se mettre en place une conception de l'éducation qui, à mon avis, est plutôt celle qui domine, même si elle est sous tension avec le premier modèle que je viens de décrire, qui est un modèle dans lequel l'autonomie s'apprend progressivement dès le plus jeune âge. Donc ici, c'est pas l'autonomie exclusivement par l'autonomie, ça va être, on va apprendre l'autonomie en partie par l'hétéronomie, mais aussi par une autonomie progressive. Or, qu'est-ce que l'autonomie ici ? Généralement un peu perçue, autonomie, ça veut dire être progressivement capable de se donner des normes, autonomos. Ça va commencer, et assez vite, à mon avis, et peut-être de plus en plus vite, ça peut nous surprendre, en tout cas ça me surprend, même en tant que père, et encore plus en tant que grand-père, de voir ça, c'est-à-dire, en fin de compte, le fait que l'enfant, on ne va pas utiliser le langage du droit, parce que je pense que
mon collègue ne serait pas forcément content, mais le langage, il estime que oui, si lui en tout cas il estime qu'il a le droit, et ses parents peuvent aussi considérer qu'à un moment donné, sur certains terrains, pas sur la totalité de son existence, mais qu'il va avoir des terrains d'expérimentation de soi dans lesquels il aura le pouvoir de dire non, même à des choses imposées par ses parents. Je vais vous prendre l'exemple d'un film qui, de mon point de vue, résume parfaitement cette éducation qu'on peut appeler de la seconde modernité, en tout cas en termes de modèle. Hein. Ce qui est un film italien de 2006, qui existe en DVD, donc regardez-le. Il est compliqué, donc je vais simplement, moi, en faire une lecture. Il y a d'autres dimensions, y compris familiales. Et donc, c'est un film qui s'appelle Libero, d'un acteur qui est devenu réalisateur, Kim Rossi Stuart. Dans ce film, on a donc un jeune adolescent, un adolescent qui a 11-12 ans, qui doit être en 6e, qui est, en tout cas c'est la perception que j'ai, après avoir vu et revu ce film, qui est plutôt élevé donc par son père, parce que sa mère est assez évanescente, elle vient et revient, mais son père s'en occupe, et le fils est, comment dire, je dirais un gentil fils d'une certaine façon, c'est-à-dire il est appliqué à l'école, il est assez raisonnable et sage et tout. Mais il estime que les temps libres sont des temps libres pour lui, et que les temps libres ne doivent pas être définis par ses parents, et en tout cas par le père. Or, le temps libre du mercredi, je ne sais pas si c'est le mercredi en Italie, hein, mais le temps libre du mercredi, le père a décidé que son fils devait faire de la natation. Et donc, toutes les semaines, le fils fait de la natation. Et le fils dit, au début du film, on comprend très très vite, il le dit très gentiment, mais il dit « ça ne m'intéresse pas la natation, je veux faire du foot. Je veux faire du foot. » Et le père dit non. Le père dit non. Donc le fils continue, il ne se révolte pas en apparence, en tout cas. Bon, il s'échappe parce qu'il monte sur le toit, enfin bon, il y a d'autres choses, hein. Mais il dit non, et le père donc l'encourage, et même à gagner la compétition, ce qui serait quand même vraiment formidable. Donc il l'accompagne à la piscine. Et puis va arriver cette scène centrale du film, dans lequel Tommy va plonger dans la piscine, le jour du championnat, chauffé par son père, qui est là derrière, et il plonge en tant que fils d'eux, et donc il est dans la compétition. Et au milieu du bassin, il y a un petit mouvement de caméra vers le ciel, il s'arrête. Donc vous imaginez la colère du père, et le père lui dit « Tu n'es plus mon fils ». Et lui ne comprend pas. Et donc toute la deuxième partie du film va être cette renégociation. Il n'a pas dit « Tu n'es plus mon fils », il a dit « J'existe aussi, pas seulement en tant que fils. Et donc j'ai des moments à moi. Et ces temps dits libres devraient être éventuellement ces temps-là. » Alors le père, donc il va montrer à son père, je vais vite, il va montrer à son père par une série d'actions certaines courageuses de mon point de vue, que par ailleurs, il est toujours fils. Dans mon jargon à moi, des affiliations relatives et pas des affiliations absolues, jusqu'à ce que le père comprenne, et à la fin du film, ça se termine bien, entre guillemets, dans le cadre naturellement du modèle de la seconde modernité au niveau éducatif, le père va un jour dire à son fils « Tu peux faire du foot, etc. » Et donc, il va y avoir ce petit clin d'œil sur la position dans l'équipe de foot italienne. J'avoue ne pas m'y connaître, mais j'ai été regarder. Libero est une position qui n'existe pas, je crois, dans la position du foot français, mais qui est quelqu'un... Elle existe ? Elle existe, c'est quelqu'un qui occupe toutes sortes de positions. Oui, apparemment, d'après les Italiens, ça serait quand même eux qui auraient inventé cette figure. Bon, l'origine n'est pas le... Et en tout cas, c'est justement une position libre sur le terrain, d'où le titre du film. Et le père dit, tant qu'à faire, parce que je crois que c'est le père qui lui dit ça,
tant qu'à faire, tu as réclamé d'être libre en foot, donc tu n'as qu'une seule position à prendre, et donc là le fils va quand même jouer un peu paradoxalement en étant libre ici. Donc ici, il y a de la négociation. Il y a de la négociation. Le père est plus grand que le fils, et pourtant, par rapport à cette logique, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une revendication du fait qu'il est, même s'il est moins éclairé que les adultes, version optimiste d'une certaine façon, mais en tout cas, il peut demander, m'en excuse, hein, puisqu'on est dans la discussion, hein, comme c'est la première fois qu'il y a que j'ai un débat avec Aldo Naouri, je vais quand même le faire. Il va demander au père pourquoi c'est vraiment indispensable de faire de la natation. Et je reviendrai là-dessus. Donc le problème dans la négociation, c'est pas négocier pour négocier, c'est aussi négocier et donc justifier éventuellement un certain type d'orientation éducative. Ici, donc, il y a une tension qui est difficile, hein, je veux dire, je dirais même en tant qu'enseignant, on souhaite toujours que les étudiants soient plus petits, etc. Bon, il y a progressivement, dans la seconde modernité, on a construit quelque chose qui peut paraître aberrant, qui est que l'individu n'est pas lui-même au départ, ne sera pas lui-même à l'âge adulte. Il le sera éventuellement, en tout cas on saura qui est Aldo Naouri que le jour de sa mort. Et encore, on fera des reconstructions. Mais ce n'est pas d'importance. Ici, l'important, c'est de penser que c'est une construction, le soi, devenir soi-même. Paradoxalement, c'est le mot « devenir » qui, dans le titre, ne me satisfait pas. Hein. Je n'ai pas vraiment trouvé le terme, parce qu'il y a une ambiguïté dans le mot « devenir ». Mais ici, le soi, ça ne se transmet pas seulement. C'est à mon avis quelque chose qui est dans ce modèle. Ça ne se révèle pas, au sens il y aurait une version, comme dans quelques textes de Dolto, où on aurait l'impression qu'on a une nature à développer, à devenir soi-même, c'est-à-dire comme s'il y avait à la naissance le programme de François de Singly et tout. Non, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit du fait que j'aurais été sociologue de mon point de vue. Mais ça, on pourra en discuter. Le suis-je, ça c'est encore une autre question, mais le fait que ça se construise, et ça se construit par rapport au thème de la chair, ça se construit en partie dans la transmission, mais pas seulement dans la transmission. La place de la transmission devient une des possibilités. Il y a la logique de l'apprentissage, la transmission étant quand même dans un rapport avec autorité. On peut apprendre aussi avec d'autres qui sont des égaux. Et puis, plus largement, de mon point de vue, le terme central dans la logique éducative de la seconde modernité, c'est la logique de l'expérience, c'est-à-dire, en fait, le fait que il faut faire avec son histoire, y compris d'ailleurs celle. Je pense que là-dessus, nous sommes d'accord avec l'histoire de ses parents, qui est là aussi cachée au fond de moi. Mais quelque chose, et donc, c'est par rapport à ça, je vais vous lire une citation de Hermann Hesse, que je critiquerai dans un deuxième temps, mais qui me semble quand même assez esquissé, on pourrait dire, ce modèle. La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l'essai d'un chemin, l'esquisse d'un sentier. Personne, donc ça Aldo va être content, personne n'est jamais parvenu à être entièrement lui-même. C'est pour ça que l'éducation est sans fin. Chacun, cependant, tend à le devenir, l'un dans l'obscurité, l'autre dans plus de lumière, chacun comme il le peut. Donc intervient complètement l'éducation. Mais quel type d'éducation ? Et ici, par rapport à ça, c'est quand même justement, en tout cas c'est mon interprétation de ces textes, mais aussi de la manière dont on essaye éventuellement d'éduquer aujourd'hui, c'est le fait que pour une part,
le chemin sur lequel se construit l'enfant et nous adultes aussi, parce que nous sommes toujours sur le chemin, n'est pas un chemin qui est entièrement tracé, y compris pendant l'enfance, par les parents. Et c'est, à mon avis, alors c'est naturellement, c'est là que les images vont être compliquées, parce que en fait, moi j'utilise, mais je ne sais pas si j'ai poursuivi complètement l'analogie, le fait que le parent doit être voyagiste, c'est-à-dire il accompagne, parce que l'enfant est un petit, même s'il n'est pas que petit, il est petit et individu. En tant que petit, il a besoin, bien entendu, de personnes qui vont l'aider sur ce chemin, y compris en termes de sécurité, etc. Il y a aussi des interdits, même dans l'éducation de la seconde modernité, mais dans lesquels ce ne sont pas les parents, donc sont plus accompagnateurs et proposant des étapes, mais c'est quand même en même temps, finalement, l'enfant qui progressivement, par essai-erreur, cette esquisse de sentier, et dans cette esquisse de sentier, il apprendra éventuellement un peu qui il est. Alors, j'aurais voulu, dans un troisième temps rapide, c'était de dire quand même quels sont les problèmes qui sont posés par cette éducation seconde modernité. La première, c'est, et en tout cas quand je lis Aldo Naouri, dans les cas qu'il dit, la plupart des cas qu'il donne, j'approuve le fait qu'il soit étonné, voire choqué, d'une certaine façon. Donc il est clair que dans ce modèle, c'est une des questions du modèle, mais c'est que la logique du chemin que l'enfant fait par expérience augmente, à mon avis, les ratés éducatifs, même si dans le premier modèle, il y en avait aussi. Parce que les chemins trop bien tracés ont fait quand même aussi beaucoup de dégâts. La psychanalyse est quand même née aussi à ce moment-là. Il ne faut pas l'oublier. Mais ici, donc, je pense qu'il y a un coût incontestable de la logique de l'expérimentation. C'est tellement plus facile de faire à la place de l'autre. Puisque si on commence à demander, on pense que c'est important que l'enfant apprenne à faire quelque chose, même à la maison et tout, il va éventuellement faire du dégât, même dans la logique d'apprentissage. Mais la mauvaise interprétation ne vient pas de là. Elle est sur, mais là c'est des discussions philosophiques, mais qui me semblent centrales sur les retombées. Là je me situerai plutôt avec Alain Renaud pour aller vite, mais tout un pan de l'histoire, c'est la confusion très souvent dans la tête de beaucoup d'individus, y compris des politiques, entre l'indépendance et l'autonomie. Par exemple, j'ai encore vu tout à l'heure ou hier dans Le Monde quelqu'un qui plaide toujours pour des allocations d'autonomie. Non. Enfin, je veux dire, c'est pas avec un chèque de 1 000 € que vous devenez autonome. Autonome, ça veut dire apprendre à vivre avec des règles qu'on s'est forgées soi-même. En revanche, avoir pour un étudiant une allocation d'indépendance, ça peut éventuellement l'aider à quelque chose. Indépendance et autonomie sont deux choses. Une femme peut être dépendante historiquement. C'était le cas de ma mère. Elle était femme au foyer, elle était dépendante financièrement de mon père. Je pense, après coup, j'avais pas les concepts au moment, bien entendu. Dans ma période féministe, j'avais pas non plus les concepts. Je pense que ma mère était une femme autonome. Ce sont deux choses qui sont différentes. Et alors, comme on a l'impression qu'un certain nombre de parents comprennent que l'enfant doit être indépendant au sens doit être libre, libéraux, tous libéraux et tout, dont la seule justification, c'est de dire simplement, j'ai envie de jouer au foot. Normalement, dans le cas de... Je ne dis pas qu'il ne faille pas en même temps, c'est compliqué. Il faille aussi apprendre des formes d'indépendance, mais normalement, dans le cas de l'autonomie, et c'est là-dessus que j'aimerais éventuellement qu'on discute, sur un des points, mais pas imposé, qui est que normalement, le cadre de l'autonomie, c'est progressivement apprendre à justifier le monde que l'on construit soi-même, avec d'autres.
mais apprendre à justement la justification. Enfin, justification, je ne vais pas me battre sur les mots, hein, mais le fait de dire, et donc c'est pas de dire, si l'enfant dit c'est mon choix, ça n'est pas un argument suffisant. Mais d'une certaine façon, pour apprendre à ce que l'enfant puisse progressivement justifier ses propres affirmations de lui-même, ce serait là juste sur ce point qui est mon désaccord avec vous, qu'il faut qu'à ce moment-là, les parents lui apprennent la justification, et pour lui apprendre, il faut le faire dans un rapport, c'est peut-être contestable, hein, vous le contestez, dans un rapport où même les parents doivent pouvoir aussi justifier. Il ne faut pas me refaire le coup du fer à repasser, que l'enfant est en train de sauter par la fenêtre. Moi aussi, dans ces cas-là, je ne justifie pas, on est d'accord. Mais enfin, ils ne sont pas toujours à la fenêtre, nos enfants. Non, parce que je dis ça parce que dans les débats, c'est toujours l'exemple qu'on prend, le fer à repasser ou la fenêtre ouverte. Là-dessus, je suis première modernité, rassurez-vous. Ma fille est là, est toujours vivante. Mais la question n'est pas là. La question, à un moment donné, comment apprend-on? Et c'est pour moi une question qui n'est pas réglée. Qui n'est pas réglée, y compris d'ailleurs dans la plupart des textes d'éducation aujourd'hui, qui insistent plus sur l'indépendance au sens du degré de liberté que par rapport à l'autonomie. Comment s'apprend l'autonomie? Le premier modèle, très honnêtement, je pense, est quelque chose d'assez... Il a eu ses justifications, etc., historiques, mais ça, j'ai pas le temps d'y revenir. Je pense qu'on est dans un modèle dans lequel être exclusivement dans un rapport d'hétéronomie pour apprendre l'autonomie, quand même un modèle extrêmement paradoxal. Mais en fin de compte, comment s'apprend l'autonomie? Et à ma connaissance, c'est difficile. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel, en fait, ça veut dire qu'il faut apprendre les règles. Mais pas forcément, seulement, au départ, d'accord, au départ, mais très vite, des règles qui sont communes. Des règles qui sont communes. Et dont une des contraintes, c'est à mon avis une des transformations du monde contemporain, une des contraintes, ne voyez aucune allusion à la politique directe, naturellement ça veut dire en envoyer une, c'est que vous ne pouvez plus aujourd'hui dire voilà la règle pour vous, peuple, et pour montrer que je suis grand, c'est que je n'obéis pas à la règle. La contrainte dans cette logique de l'autonomie, c'est pour apprendre au fait ensemble d'avoir des règles communes, c'est que les grands obéissent aux règles aussi. Ce qui historiquement n'était pas le cas. Là, je ne parle pas d'Aldo, qui a sûrement été parfait là-dessus. Non, je plaisante. Et donc ici, à mon avis, une des questions, c'est le deuxième point, à mon avis, d'un des problèmes qui est posé par cette éducation, c'est, je vais revenir à la phrase d'Hermann Hesse, la vie de chaque homme est un chemin vers soi-même. En fin de compte, alors ça a l'air d'être un peu bizarre hein, ce que je vais dire, mais je ne veux pas réécrire Hermann Hesse, qui est un grand, mais plus j'avance, même après l'ouvrage, le chemin que je suis obligé de dire je, hein, par rapport à ce que je défends, le chemin que je dois prendre est le chemin que je décide de prendre. Mais ce chemin ne doit pas nécessairement mener à moi. Et ça, c'est aussi, à mon avis, le deuxième point ambigu. Hein, et donc, je vais citer Sartre. Nous montrons, il essaye de définir l'humanisme existentialiste à ce moment-là, nous montrons que ça n'est pas en se retournant vers lui, en cherchant, mais c'est toujours en cherchant hors de lui un but qui, telle libération, telle réalisation particulière, que l'homme se réalisera précisément comme humain, et y compris comme individu lui-même. Et donc ici, par rapport à ça, je pense que c'est un des problèmes qui est justement ce que le philosophe canadien Charles Taylor, dans Les sources du moi et dans d'autres textes d'ailleurs, définit comme l'horizon de signification. C'est-à-dire que cet horizon de signification, qui sont en fin de compte, justement, l'horizon, le chemin, normalement, c'est aller vers l'horizon.
Et ici, l'horizon et le chemin sont deux choses qui sont, c'est un des problèmes, en tout cas tel que je le vois là, trop confondus. Je ne pense pas que, y compris les sociétés individualistes, doivent produire des individus dont le chemin doit mener que vers eux-mêmes. Ils doivent, ce qui est quand même, parce que c'est pas la même chose, ils doivent construire un chemin autonome, c'est-à-dire par eux-mêmes, mais avec ce chemin, et donc cet horizon de signification n'est pas construit bien évidemment dans la solitude. D'où le fait que dans l'éducation, à mon avis, je reviens au problème de l'éducation, je pense que, et ça me frappe en partie dans les enquêtes, c'est que les parents soit mettent beaucoup l'accent dans beaucoup de familles sur la réussite, ils prennent en responsabilité l'école, etc. On pourrait y revenir. D'autre part, ils disent à l'enfant, je caricature, mais à peine, hein, du moment que tu travailles bien à l'école, tu peux sur le fond jouer avec ta déesse ou plus tard écouter des émissions nulles vues du point de vue des parents, puisqu'elles sont construites pour ça, hein, etc. Mais en fait, par exemple, quelque chose qui pour moi est très étonnant dans la plupart des familles, peut-être pas les vôtres, hein, mais c'est par exemple que les enfants, comme ils font travailler à l'école, font très très peu de choses dans la maison. Très peu de choses dans la maison. Alors ça va me dire, ils ont l'exemple du père. Bon, d'accord. Mais je pense que apprendre, y compris à vivre dans cet horizon, c'est-à-dire à être membre du groupe, ça veut dire aussi participer à ce groupe. Et là, on le voit, en fin de compte, et donc je vais vous donner deux extraits, naturellement, c'est un match inégal d'une famille. Les deux pourraient être classés moderne 2, une bonne et une mauvaise famille. Bon, les sociologues n'ont pas le droit de dire ça, hein, donc... mais tant pis, j'assume, c'est-à-dire en fin de compte une conception dans laquelle le fait de devenir soi-même est l'exclusivité du chemin, alors qu'en fait, on doit pouvoir, et à mon avis c'est cette conception, c'est que pour devenir soi-même, il faut d'ailleurs l'apprendre avec d'autres et avoir donc aussi des sentiments d'appartenance, même si on croit agir aussi à titre personnel. Alors prenons l'exemple extrême, c'est un repas de famille dans le garçon qui raconte ça, c'est Pierre, et en fait il mange avec ses parents, et le problème c'est que, c'est pas un problème parce que c'est général dans toutes les familles, c'est que les parents aiment telle émission et pas l'enfant, et naturellement à la même heure. Comme il y a plusieurs chaînes, ils ont quand même décidé de manger ensemble. Donc il y a un repas de famille et ses parents, alors ça va rassurer ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait de la différence, les parents regardent la télé, leur émission, et le fils a le droit de brancher la télé de la pièce d'à côté avec le casque et lui n'a pas le droit à l'image mais écoute son émission. C'est une conception qui nous menace, hein, d'une certaine façon, parce que la société de consommation préfère naturellement 3 postes de télé, etc. Enfin, je veux dire, hein. Deuxième extrait, c'est d'une famille qui a un rituel qui existe dans un certain nombre de familles autour du dimanche soir. Qui était au départ plutôt les films du dimanche soir. Puis maintenant, bon, il y a les séries, enfin des tas de constructions, mais beaucoup de gens essayent de travailler ce temps. Et à un moment donné, l'enquêtrice lui demande, elle s'appelle Pauline, mais en fin de compte, qu'est-ce que vous regardez et tout. Et voilà cette citation que j'adore. Les James Bond, on les a tous vus plusieurs fois. Ce n'est pas « enfin, moi j'aime pas ». Enfin, si, j'aime bien. Cela ne me dérange pas du tout de les regarder. Mais ce n'est pas mes films préférés. Mais ma famille, elle adore, donc voilà. Et ici, j'en terminerai là d'une certaine façon, c'est là aussi une des limites de la mauvaise conception de l'individu, c'est de penser que l'individu, ça serait forcément uniquement les films qu'il aime à titre personnel. Puisqu'il aime les films à titre personnel.
Elle dit bien. Elle a sans doute, elle aime. Si elle est toute seule, elle regarde pas un James Bond. C'est la même chose en couple. Hein. C'est le même type d'élaboration. Il y a de la musique. Sur la musique, j'ai travaillé sur ces choses-là, c'est très caractéristique. Il y a la musique qu'on écoute en couple, et puis les moments où on est seul. Moi, c'est par exemple, ça m'arrive rarement. C'est un petit clin d'œil à mon épouse qui est dans la salle. Moi, c'est Radio Nostalgie. Bon, c'est comme ça. Bon, mais comme on n'a pas la même nostalgie avec mon épouse, on peut pas s'entendre. Parce qu'elle n'aime pas Johnny et Sylvie. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est difficile de trouver une femme parfaite. On a une musique qu'on s'est construite commune et on a une musique qui est restée personnelle. L'impression, c'est vrai que même moi, vous voyez, c'est les mots qui nous trompent. Moi, j'ai tendance à dire spontanément que la musique que j'écoute seule est ma musique personnelle. Mais du point de vue de devenir soi-même, la construction de l'identité de François de Singly, c'est pas uniquement, heureusement, sur la musique que ma musique personnelle. C'est aussi la musique que j'apprécie avec mon épouse ou que je pourrais apprécier avec d'autres personnes. Et donc ici, c'est justement alors quelque chose qui est compliqué, c'est le fait que l'identité, c'est une deuxième critique, on pourrait dire aussi du problème du chemin. Une partie du chemin, on le fait avec, une grande partie du chemin, on le fait avec, y compris dans l'éducation. Et le problème va être donc en même temps, et c'est la seule définition que j'ai, très imparfaite. Le soi n'est ni préformé au départ, ni je ne sais pas quoi. C'est uniquement, d'une certaine façon, l'arbitrage de la totalité de son histoire avec les faibles moyens que nous avons. Je vous remercie. Merci de cette discussion déjà engagée, en fait. Alors peut-être, Monsieur Naouri, souhaitez-vous réagir brièvement à ce qu'a vient de dire François de Singly ? Oui, par rapport à Hermann Hesse, il dit la même chose que Victor Hugo, qui disait « Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière ». La différence entre ce que vous dites et ce que je dis tient à ce que nous utilisons des instruments différents. C'est-à-dire, quand vous parlez de cette construction avec ce que fait l'enfant lui-même dans son expérience, et que vous parlez de son autonomie, je n'entends pas comme ça. Enfin, en tout cas, je ne vis pas la chose comme pouvant être réelle ou exister. Je dis toujours qu'il y a que l'enfant, dans tout ce qu'il peut faire, y compris dans ses initiatives, est littéralement téléguidé par l'inconscient de ses parents. Et qu'il est téléguidé par l'inconscient de ses parents et le retentissement que cet inconscient des parents peut éventuellement avoir dans la manière dont il perçoit et qu'il entend. Autrement dit, pardonnez-moi, mais je voulais simplement montrer, quand on m'a demandé l'illustration que je devais donner à mon ouvrage, j'ai choisi une illustration dans laquelle il n'y a surtout pas un enfant, mais surtout une échelle double. C'est-à-dire que le chemin que l'enfant fera de la façon la meilleure sera quand il percevra du côté de sa parentèle une sorte de résistance que chacun oppose à l'autre et en même temps un point d'appui que chacun met en place pour l'autre. Et c'est ce que nous rencontrons en clinique, c'est-à-dire des choses étranges. Je peux vous donner un exemple de ce petit garçon qu'on m'amène, il a 4 ans et demi, et il est amené par ses parents, et leur motif de la consultation, c'est que on ne sait plus quoi faire de lui, parce qu'il adore se maquiller avec le rouge à lèvres de sa mère, mettre ses chaussures, mettre ses robes, et évidemment, il n'a pas d'autre jouet qu'une quantité considérable de poupées, que tout le monde lui offre parce qu'il adore jouer à la poupée.
Et évidemment, tout ce qui peut éventuellement être du côté du comportement en jeu du petit garçon n'a strictement aucune espèce d'intérêt pour lui. Et donc, on m'expose la chose en présence du petit garçon qui est là, le père et la mère, et comme à mon accoutumée, je ne m'occupe jamais de l'enfant, je lui donne ce qu'il faut pour qu'il puisse s'occuper, et j'interroge les parents. Et je recueille très vite une histoire assez extraordinaire où la maman est une seule fille dans une fratrie de 5, il avait 4 frères qui l'ont littéralement martyrisée. Si bien qu'elle a... Alors, premier détail, ce petit garçon a une sœur jumelle. Hein, c'est extrêmement important, il aurait dû commencer par là. Quant au père, lui, il était seul garçon d'une fratrie de 4 enfants, dont il avait 3 sœurs. Et il a littéralement été également martyrisé par ses sœurs. À telle enseigne que sa grande nostalgie, et il le dit lui-même, quand on m'a présenté mon premier enfant, c'était une fille, j'étais ravi. Et quand on m'a amené le deuxième, qui était un garçon, j'étais déçu. Et la mère elle-même dit jusqu'à quel point elle est très bien avec sa petite fille, mais avec ce jumeau, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, les choses se dessinent et je dis donc aux parents, écoutez, vous allez reprendre un rendez-vous et revenir, mais peut-être que vous pouvez laisser, je ne sais plus, Guillaume de côté, chez lui, venez seul, c'est pas la peine que vous l'ameniez. Et la mère revient à la consultation suivante, et d'emblée, elle me dit, écoutez, vous êtes réputé faire des miracles, j'y croyais pas du tout, mais c'est extraordinaire ce qui s'est produit. Nous sommes montés dans la voiture, et vous savez ce qu'il m'a dit, Guillaume? À peine monté dans la voiture, il m'a dit, maman, achète-moi un camion. Et alors, elle dit ça avec cette voix, et je me suis retourné vers lui, je lui ai dit, quelle couleur? Il m'a dit, rose. Qu'est-ce qu'on fait avec les injonctions parentales? Justement, le chemin en question, c'est une direction, mais une direction qui est singulièrement astreignante. C'est-à-dire, vous parliez, pardonnez-moi François, mais vous parliez de vous-même, je pourrais dire de moi-même que... j'ai vécu dans une famille où on ne parlait pas français. Mais ma mère est morte sans jamais avoir parlé le français. Et quand je lui ai demandé, une fois le bac en poche, je ne savais pas quoi faire en lui disant de me donner une idée, elle m'a dit de devenir coiffeur. Et je lui ai dit, mais à quoi ça sert que je suis le bac pour avoir... Elle me dit, tu auras de la conversation. Et j'ai très vite remarqué que dans notre langue commune, le mot coiffeur est un signifié du signifiant de son nom de fille. C'est-à-dire, elle m'a dit, sois l'enfant de mon histoire. Et mon Dieu, j'ai fait médecine, j'ai fait pédiatrie, j'ai fait une psychanalyse qui s'est terminée par quoi? Par le fait que ma première publication internationale a porté sur la sensorialité du médecin. Or, sur le divan, quand je cherchais à comprendre comment je pouvais traduire dans cette langue que j'ai traînée également sur le divan pendant des années, comment je pouvais traduire le terme sensorialité dans cette langue, j'ai retrouvé le signifiant du nom de ma mère. C'est-à-dire, je lui ai dit, je ne serai pas ce que tu veux, je serai ce que tu veux. N'est-ce pas? Étant entendu que dans ce tu veux, m'adressant à ma mère, il y avait évidemment tout ce qu'elle m'avait transmis du discours de mon père. Et c'est précisément dans cette transmission que les choses se font. Et si vous voulez, c'est là où je dis nous travaillons avec des instruments différents. Pour moi, tout fonctionne à partir de l'inconscient. Tout. Y compris d'ailleurs le corps. Et en même temps, je découvre dans ce que vous dites que, au fond, moi je parle de la répression des pulsions 0-3 ans. Je n'exclus pas que l'on puisse éventuellement s'enquérir des goûts que peut avoir un enfant, à quelque âge que ce soit. À ceci près, c'est que je ne crois pas pour autant que de conférer une autonomie à l'enfant puisse éventuellement
advenir de n'importe quelle manière. Comment voulez-vous faire en sorte qu'un enfant puisse poursuivre l'étude d'un instrument de musique, par exemple, tout à fait astreignant, pour pouvoir parvenir à faire quelque chose de cet instrument, s'il est lui-même, s'il a goûté considérablement au plaisir de ne rien faire, il démissionnera très vite. Vous n'aurez jamais un enfant qui pourra apprendre le piano correctement ou le violon, si tant est qu'éventuellement il n'y ait pas eu, justement. Et moi, quand vous m'apprenez, grâce à vous, je sais maintenant qu'il y a 7 chapitres sur 8 chez Durkheim sur la discipline, je me dis, et que vous me dites après, mais c'est pour ça que la psychanalyse est venue. Non, ce n'est pas la maltraitance qui a sorti la psychanalyse. La psychanalyse peut aussi également être la demande d'individus qui estiment avoir été très bien traités. C'est-à-dire ces individus que l'on voit aujourd'hui d'ailleurs venir, pas plus tard que ce matin, il était là en me disant « j'ai le goût à rien ». Évidemment. Et c'est ce qu'on fait quand on voit les parents amener des adolescents qui justement vont mal et qu'ils vous disent d'emblée « et pourtant il ne lui manque rien ». Eh ben oui. On est là dans quelque chose de vraiment du malentendu duquel il faut absolument sortir. C'est-à-dire qu'il y a incontestablement un respect fondamental à avoir pour l'enfant, c'est la première des conditions. Et avec ce respect-là, il y a simplement à enregistrer du côté parental quelque chose qui est le spectacle de ce qui, en nous, insu, se met en place dans cette vie qui surgit. Et on peut, en tant que père, être ravi de voir son enfant avoir pris des choses de sa mère et du côté de la mère, être ravi d'avoir vu cet enfant avoir pris des choses de son père. On peut très très bien, mais on n'est pas simplement dans une sorte de forçage. Et quand cet enfant exprime, dit ce qu'il a à dire, il le dit, et mon Dieu, c'est à entendre. Ceci étant, pardonnez-moi si je me permets de protester contre quelque chose, c'est quand vous parlez, et là j'ai écrit exactement le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire... Oui. C'est-à-dire les pages là. Pardonnez-moi, je veux dire que quand vous dites que le parent doit se justifier, vous voyez, et je pense que c'est justement, je l'écris, un parent ne doit pas se justifier. Et pourquoi ? Tout simplement pour ceci. Et je dis d'ailleurs, les explications que vous donnerez à vos enfants doivent être minimes. Pourquoi ? Parce que si vous vous lancez dans de grandes explications, vous allez vous justifier. Or, se justifier auprès de son enfant est extrêmement nocif. Pourquoi ? Parce que ça altère son système de sécurité et qu'on inverse le rapport. C'est-à-dire qu'on rentre dans un rapport de séduction et on fait de cet enfant son propre juge. Or, c'est-à-dire on change le sens du vecteur. C'est-à-dire que l'enfant se trouve être celui qui peut juger le parent, puisque le parent se soumet à son jugement. Si le vecteur change de sens, ce que l'enfant va ressentir, c'est une angoisse de mort encore plus considérable. Parce qu'il est tranquille de ce côté-là. Il finit par être tranquille à un moment, par mettre cette question de côté, en se disant simplement « mon père ou ma mère sont avant moi, tant qu'ils sont vivants, je n'ai pas à y penser. Allez hop, on met ça dans un coin. » Mais si jamais d'un seul coup, à l'occasion d'une justification, on se met à inverser le sens du vecteur, il est paniqué. Il l'entend, mais les répercussions sont des répercussions très importantes. Voilà. Merci. François, vous voulez... Oui, je pense, et c'est une question compliquée, et après je répondrai juste sur ce point qui me fascine, mais sur le premier, c'est au-delà de nous. C'est, je pense, ça j'aimerais bien d'ailleurs, dans cette gauche. Moi, ce que je découvre, y compris à l'intérieur de la sociologie, c'est un très grand clivage entre les gens
non pas qui postule qu'il y a de l'inconscient, puisque je ne l'ai jamais nié, hein. Je suis psychologue, pour ceux qui ne savent pas, de formation et tout, donc j'ai quand même appris tout ça aussi. La question n'est pas là, mais la question est du poids relatif conscience-inconscient. Donc, par exemple, en sociologie, je veux dire, le choix du conjoint, même dans le cadre du mariage amoureux, tout ça est déterminé socialement, etc. J'ai été dans une première période, hein, dans la première période dans laquelle j'étais sociologue, j'étais dans une sociologie de l'inconscient. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on était sociologue, assez tranquille, puisque nous, on avait les instruments pour voir l'inconscient de ces gens qui croyaient agir avec conscience. Donc ça, c'est souvenir par rapport à mon histoire. Et donc, ça traverse toutes les disciplines. L'orientation que je défends, d'une certaine façon, oui, je la défends, donc j'assume, c'est une orientation, pour moi, à la fois individuelle, donc sans doute que je ne sais pas pour quelle raison je fais ce pari sur le fait que, justement, le chemin qui nous est commun, pour moi, du point de vue même de l'humanité, c'est quand même d'essayer, c'est pas contradictoire, mais c'est quand même un pari. C'est le fait qu'un des objectifs, c'est de se libérer de la tyrannie de l'inconscient. Pour devenir soi-même. Et donc, ne pas utiliser des expressions comme vous utilisez, qui sont exactement les mêmes qu'en sociologie, hein. Par des traits progressistes et doux. Donc le schéma, effectivement, l'opposition n'est pas à ce niveau-là. Vous voyez l'illusion de l'autonomie, par exemple. Le problème n'est pas le fait de concéder l'existence de l'inconscient. Non, le problème, c'est ceux qui en ont eu la pratique et qui l'ont expérimenté et qui ont fouillé le leur, et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est ça qui est inconciliable. Non, non, pas seulement. Parce que si on reprenait des oppositions à l'intérieur de l'Église catholique, tous les confesseurs qui pourtant ne voient que du péché n'ont pas nécessairement exactement la même conception. Là aussi, il y a des oppositions et tout. On peut voir dans le pécheur surtout le pécheur, et on peut voir dans le pécheur quelqu'un qui va progresser et tout. Donc ça, non. C'est, je pense, des orientations qui sont peut-être déterminées par... mais c'est une des différences. Alors, si on revient sur le point précis, puisque j'ai le texte de Aldo, se justifier auprès d'un enfant revient à inverser l'ordre générationnel en lui permettant de juger en le faisant autrement dit juge de soi, c'est-à-dire juge là des parents. Ce que vous avez redit, le parent n'a pas à se justifier. Quand, dans un premier temps, si je vous écoutais de manière relaxe, ça me paraît d'une évidence totale. Et pas à me justifier, et pas forcément... c'est pas ce que je dis. Donc, ce ne sont pas grand-chose, mais à mon avis, ça fait quand même de la différence. Mon idée, c'est, pour apprendre à progressivement apprendre ses propres règles, on les apprend aussi, en partie, en apprenant des règles des autres. À une différence près, c'est ça que j'appelle le deuxième modèle, c'est qu'on doit comprendre, en partie, c'est très progressiste, mais on doit comprendre éventuellement les règles auxquelles, qu'elles nous soient autonomes ou en partie hétéronomes, on doit les comprendre. Donc le parent n'a pas à se justifier, je suis entièrement d'accord. Mais le parent, premier temps, mais le parent doit pouvoir et doit apprendre, et c'est pas de la séduction, justifier ce qu'il demande en fonction, y compris en disant, etc. La logique de l'argumentation n'est pas une logique de la séduction. Et si on veut, là, il faudrait faire un débat, y compris sur la démocratie, y compris sur certaines dérives, je veux dire, la logique de l'argumentation est quelque chose dans lequel on pourrait faire du débat. Évidemment, il est toujours, je suis d'accord avec vous, tiré éventuellement vers des gens qui font de la com et qui nous font de la séduction. On est d'accord. Il y a un danger du passage de la justification de l'acte, de l'ordre à se justifier. Mais de mon point de vue, l'orientation, l'orientation pour apprendre à être autonome, il faut apprendre à un moment donné. Et donc, par exemple,
mais même dans des petits conseils, alors je n'ai pas, je suis d'accord avec vous du tout, votre expérience et tout, mais c'est par exemple, l'enfant, j'ai pas revu le film hein, d'ailleurs par rapport à ça, mais de mon point de vue, on ne doit, même dans l'exemple de la musique, alors je sais que mon modèle peut détruire des grandes carrières. Hein. Non, mais je vous ai vu nous faire trembler sur les Mozart qu'on assassine. Bon, musicien et tout. Bon, mais ça, j'assumerai le coup, à titre personnel, par rapport à ça. La question n'est pas là. La question, c'est ne pas céder. C'est ce que j'appelle la tentation, à mon avis. L'enfant dit « je veux arrêter ». On lui dit « ok, d'abord ». Et là, on commence, de mon point de vue, à négocier, ne serait-ce qu'il doit pouvoir apprendre progressivement à justifier les raisons. Et on peut très bien, je vais développer mon programme très modeste par rapport à ça, estimer que, par exemple, on n'acceptera qu'en cas de nouvelles propositions. Si on a pensé que, par exemple, on fait faire une activité, je prends des activités naturellement, je n'ai pas réglé mes problèmes de mon enfance, j'étais scout. Bon, il ne m'est jamais venu l'esprit d'arrêter, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai 6 à 18. Mais si ça m'était venu, si mes parents pensaient que c'était une logique de vie collective, si aujourd'hui ça se passait, je dirais « ok, t'arrêtes scout », mais la dimension collective est une chose importante. On doit apprendre le collectif, pas simplement dans la compétition scolaire, ni dans la famille. On doit l'apprendre dans une autre logique. Fais-moi une proposition de vie collective. C'est... Je vois pas d'inversion... Enfin, pour moi, le problème de... Il n'y a pas de... La logique que j'appellerais, je m'excuse, je vais dire le mot, démocratique de la justification dans les échanges n'est pas nécessairement... C'est une question d'âge. C'est une question d'âge. Je sais bien. C'est-à-dire que autant vous pouvez éventuellement négocier avec un enfant qui a déjà fait la preuve à la fois de sa pondération, de ses qualités de perception, de sa sensibilité, de tout ce que l'on veut, autant vous n'allez pas vous justifier. Moi, j'ai vu ça à longueur de journée dans mon cabinet avec des enfants de 2 ans. C'est-à-dire, avec des enfants de 2 ans, mais mets ton manteau, ma chérie, mets ton manteau, ne me laisse aller, s'il te plaît, ne te bouscule pas, il pleut dehors, tu vas avoir froid, Mais c'est quoi ça? C'est votre problème. Non, mais c'est mon problème. C'est pas le mien. Mais ça n'exclut pas. Mais moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait pas mettre le manteau. J'ai dit qu'en mettant le manteau, je lui dirais pourquoi je mets le manteau. Et si je ne sais pas pourquoi je lui dis, eh bien, il ne faut pas que je lui mette le manteau. Je ne vois pas... Mais je n'ai pas à le lui dire quand il s'agit de quelque chose. Non, mais nous sommes en désaccord, c'est tout. C'est bien là. Nous sommes en désaccord. Voilà. Le désaccord est sur le problème du commentaire, du commandement. Puisque vous me citez, j'écris qu'on donnera l'explication si l'enfant la demande. Mais on ne se met pas d'emblée à donner une explication à chaque chose que l'on fait. Non. On a vu, vous n'imaginez pas les monstruosités dans lesquelles cette seconde modernité a lancé les parents, qui ne savent plus du tout où ils en sont. Tu vois, elle a 13 jours. Tu vois, ma chérie, là, je suis en train de t'enlever ton bonnet. Parce que de toutes les façons, le docteur va t'examiner, va te prendre le tour du crâne. Et là, je prends ton bras droit, et je t'enlève ta... Non, mais attendez, on déraille. Et tout ça parce que, précisément, on s'est lancé depuis des années dans une véritable infantolatrie. Non. Mais si, qui a littéralement détruit des générations entières. Non. Alors évidemment, négocier avec votre garçon de 10 ans, de 12 ans, de 9 ans, de 8 ans, de 7 ans, je veux bien. Mais quand les même... choses que vous dites aujourd'hui, polémiquons, sur le fait de ne pas justifier, j'ai aussi des textes dans lesquels on a quand même dit, dans les générations précédentes, la même chose entre le mari et la femme. Le mari n'avait pas à justifier auprès de sa femme. Mais attendez, vous n'allez pas comparer une relation horizontale entre deux adultes. Je compare le fait qu'il y a plusieurs conceptions de l'autorité et que vous défendez une conception que moi j'estime... Ça n'est pas un problème de conception. Si. Entre un mari et une femme, nous sommes 2 adultes.
là, je suis en train historiquement, ça n'a pas été vrai parce que les femmes étaient désolé que ça ne l'ait pas été. jusqu'aux années 60. Je suis le premier à le désoler. Je dis simplement que là, nous sommes dans un processus consiste à élever son enfant. Le mot le dit, c'est-à-dire qu'il est à un niveau tellement bas d'emblée, puisque de toutes les façons, il est strictement identique à celui d'il y a 8 millions d'années. Et il est naturel que je le porte à ce jour. C'est-à-dire que je l'élève, il y a un effet ascensionnel. La relation est verticale, elle n'est pas horizontale. Ça, c'est très important. Voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours un peu d'échauffement, puisque tout est là. Tout vient d'être dit. Tout vient d'être dit.